Je vais me présenter, mais si je suis parmi vous aujourd'hui, c'est que je ne suis pas du tout audioprothésiste, je ne suis pas du tout de votre milieu. Je ne suis pas encore client, alors je sais que ça va arriver, calmez-vous. Un jour, je vais me faire appareiller, peut-être chez vous ou ailleurs, mais je ne suis pas encore client. Je viens du monde de l'hôtellerie. Et dans le monde de l'hôtellerie, j'ai une conviction profonde que j'ai acquis depuis 30 ans, parce que ça fait 30 ans que je fais ce métier. Et ma conviction profonde, elle est assez simple, hein, elle tient en une phrase, c'est enchantez vos clients et vos collaborateurs ou disparaissez. Alors c'est un peu brutal, je vais vous dire des choses désagréables aujourd'hui, je vais vous dire des choses qui piquent un peu, mais c'est ma conviction profonde et je vais vous expliquer pourquoi moi j'ai failli disparaître. Et que si je n'avais pas fait ce que j'ai fait après, j'aurais pu disparaître et que peut-être vous allez disparaître, peut-être, peut-être pas. En tout cas, il y a une façon de ne pas disparaître, c'est de s'occuper de ses clients, bien évidemment, mais ça vous le savez déjà. On va parler d'enchantement, non seulement des clients, mais des collaborateurs, parce qu'on va voir que tout ça c'est systémique et c'est lié. Et on va parler non pas de satisfaction client, parce que ça suffit plus, on va parler de la manière de les enchanter. Je vais vous donner un mode d'emploi, je vais vous donner 3 clés pour enchanter vos clients, qui est directement activable là, dès la fin de cette intervention. Et puis après, on travaillera ensemble dans des ateliers sur qu'est-ce que vous pouvez faire concrètement dans le parcours client pour justement les enchanter. Et on va mettre en pratique ce que je vais vous raconter pendant cette petite heure. Donc mon expérience vient d'un métier de l'hospitalité, qui est un métier... C'est un beau métier, hein, sympa, pas très compliqué à faire, mais assez exigeant en termes de satisfaction client. J'ai été un gros hôtelier et un petit hôtelier. Ma période de gros hôtelier, c'est que j'étais directeur général d'un groupement d'indépendants, un groupement d'associés, parce que j'étais en coopérative, ça vous parle, qui s'appelle Best Western pour la France. J'avais 300 hôteliers coopérateurs associés à la marque que je manageais donc pour la France pendant 10 ans. Et c'était une période de 2000 à 2011 qui a été très compliquée pour moi parce que Internet est arrivé et le client s'en est emparé. Et ça a eu quelques incidents, je vais vous le raconter. Et ensuite, je suis passé de l'autre côté de la barrière, j'ai quitté Best Western en 2011, j'ai acheté un hôtel avec mon épouse à Orléans, donc vous voyez, quelle bonne idée d'avoir le siège à côté de Saint-Pierre-des-Corps, c'est magnifique en termes d'accès. J'ai acheté un hôtel avec ma femme à Orléans qu'on a exploité pendant 12 ans, on a revendu l'année dernière, enfin il y a 2 ans maintenant. Et donc j'ai été commerçant, j'allais dire comme vous, où j'accueillais mes clients dans mon établissement. Et j'ai essayé d'appliquer à moi-même ce que j'ai appris quand j'étais directeur général de chaîne hôtelière. Et je vais essayer de vous expliquer un petit peu ce qui m'est arrivé et qu'est-ce que j'en ai tiré comme enseignement. Quand j'étais directeur général de Best Western, j'ai pas eu de chance. J'ai pas eu de chance parce que 2000-2011, c'est exactement la période où tout a commencé. Alors ça a commencé par ça. Ça a commencé par TripAdvisor, que vous connaissez toutes et tous. Alors TripAdvisor, c'est né en 2000. Le premier réseau social au monde, c'est TripAdvisor et ce n'est pas Facebook. C'est 2004 Facebook. Donc c'est un Mexicain qui échange ses photos de vacances, qui trouve ça très mignon, très sympathique. Et puis ça arrive petit à petit en France et on voit que ça prend une ampleur incroyable, où mes hôteliers ne savent pas comment faire, puisqu'ils reçoivent des critiques, des gens qui disent que leur hôtel n'est pas bien, etc., etc. Et donc on ne savait pas quoi faire avec ça, c'était une menace, on en a fait une opportunité. Pourquoi on en a fait une opportunité? Parce qu'on n'a pas eu le choix. Aujourd'hui, à l'heure où on se parle, c'est-à-dire à peu près 25 ans plus tard, TripAdvisor est le premier site touristique au monde. C'est 1 milliard de commentaires aujourd'hui sur TripAdvisor. Vous êtes 92% derrière l'écran et dans cette salle à utiliser TripAdvisor pour réserver votre hôtel ou votre restaurant. Et vous allez croire, un tiers de confiance, qui est ce recueil d'avis, vous allez croire d'illustres inconnus, voire d'illustres abrutis, qui disent n'importe quoi sur mes hôtels, mais vous préférez les croire que croire le marketing de l'enseigne quand je vous dis que les Best Western sont bien. Donc en fait, mon business tient à quelques secondes, quelques millisecondes où vous allez regarder les avis clients, vous allez faire votre avis, votre propre opinion de savoir si vous les réservez ou pas, et en fonction de ce que vous avez entendu sur ce site, vous allez décider de réserver ou pas. Donc ça tient à quelques secondes. Dans mon hôtel, quand j'avais un mauvais avis le matin, je pouvais perdre jusqu'à 20% de la prise de réservation du jour. Si j'avais un avis qui me recommandait, je pouvais gagner 10% de la prise de réservation du jour. Donc en fait, mon business tient à quelque chose que je ne maîtrise pas, quelque chose qui est publié par des inconnus ou des abrutis qui disent des choses qu'ils ressentent sur mon établissement et quelque chose qui va impacter directement mon chiffre d'affaires et ma rentabilité et donc ma survie. On le verra tout à l'heure, c'est même pire que ça puisqu'il y a une note minimale sur des plateformes que vous n'utilisez jamais quand vous réservez votre hôtel. Donc ça veut dire que si je n'ai pas cette note, je n'existe pas à vos yeux, ce qui est évidemment terrible en termes de business. La deuxième révolution industrielle que j'ai connue, le deuxième accident industriel, il est simple, c'est Booking. Alors Booking, juste avant de parler de Booking, pardon, je voulais juste vous dire que ça vous concernait aussi. J'ai oublié cette slide. Ça vous concernait aussi quand je vous ai dit que 92% des internautes regardaient les avis TripAdvisor pour choisir leur hôtel. C'est exactement pareil pour votre centre. C'est exactement pareil. 92%, c'est une étude 2023.
On a interrogé des consommateurs, vous et moi, pour leur demander quelle valeur ils donnaient aux avis Google. 92% des gens interrogés disent qu'ils préfèrent croire les avis Google que l'enseigne ou que la publicité de l'enseigne. Donc voilà où on en est aujourd'hui. C'est le cas dans l'hôtellerie, mais c'est le cas pour choisir mon centre d'audioprothésiste. C'est le cas pour aller me faire appareiller. Je vais aller sur Google et je vais regarder ce qui est dit de vous. Alors je suis allé voir ce qui est dit de vous. De façon, on va en parler de façon apaisée. Vous derrière l'écran et vous en face de moi. C'est plutôt bien, mais on va voir qu'il y a encore des choses qu'on peut améliorer en termes d'e-réputation. Donc, ce qui était une règle dans l'hôtellerie devient une règle dans tout le retail, et vous en faites bien sûr partie, que vous soyez opticien, audioprothésiste ou d'autres types de magasins partout en France. La deuxième révolution, je vous l'ai dit, c'est Booking. Alors Booking, c'est deux jeunes cons dans un garage à Amsterdam. Vous voyez, je suis encore un peu énervé, je suis encore un peu tendu parce qu'ils nous ont bien disruptés. Ils ont hacké notre système de réservation à tel point qu'aujourd'hui, Booking est un acteur majeur de la distribution hôtelière. Donc en 1996, ces deux jeunes gars dans un garage à Amsterdam décident de faire un site internet de réservation d'hôtels en ligne. Quand nous, chaîne hôtelière en 2000, quand on voit arriver Internet, nous, Best Western, on était leader mondial. On avait 5000 hôtels, on était devant Accor à l'époque, là c'est fini depuis, mais on était leader mondial, donc il ne peut rien nous arriver. On avait 7 call centers dans le monde entier, les gens réservaient par téléphone, sur un numéro vert et gratuit. Tout se passait très bien, jusqu'à l'arrivée d'Internet, où nous, on a décidé de faire des sites Internet vitrines, où on mettait nos jolies piscines, nos jolies chambres et nos jolis restaurants, et on demandait à nos clients de réserver via le numéro vert, puisqu'on avait nos call centers, ça marche très bien, donc on n'allait pas leur faire des réservations en ligne, on ne savait pas faire et on ne pensait pas que ça allait prendre. On était convaincus que ce qui crée notre valeur, c'était la marque et nos produits, ce n'était pas la façon de réserver. Bon, évidemment, on s'est trompé, parce que Booking, en attendant, a fait quelque chose qui ressemble à... Je peux réserver en 2 clics, dans ma langue, dans ma monnaie, dans le monde entier, avec les avis clients, avec l'annulation gratuite, les meilleurs prix garantis, et bien sûr les photos de chaque hôtel. Une fois que Booking a sorti ça, évidemment, on a été sympa avec eux, on leur a donné quelques chambres et une commission de 8%. Ça, c'était il y a presque 15 ans maintenant. Aujourd'hui, la situation est tout autre. Aujourd'hui, Booking, c'est 150 milliards de dollars de chiffre d'affaires. 9 réservations sur 10 pour des hôtels qui sont faites sur Internet sont faites via Booking. Vous avez tous Booking dans votre poche, tous. À chaque fois que vous réservez un hôtel via Booking, moi, hôtelier, je donne en moyenne 20% de commission sur mon chiffre d'affaires TTC. Booking représente entre 30 et 40% du chiffre d'affaires total des hôtels de cette planète. La situation est insupportable. On s'est fait hacker, disrupter, tout ça parce qu'on n'a pas écouté notre client. Parce qu'on n'a pas tendu l'oreille sur des signaux faibles qui nous disaient que notre client voulait réserver en ligne, en un clic, dans sa langue, dans sa monnaie, etc. Donc en fait, on savait qu'il fallait faire ça, on savait que ça allait venir, mais on ne l'a pas fait. On ne l'a pas fait parce qu'on était plus fort, la marque était plus forte, et on était convaincus que les gens continuaient à acheter du Best Western. Aujourd'hui, vous continuez à acheter Best Western, mais vous le faites via Booking. Donc on va voir, j'en parlais tout à l'heure, mais on va voir pourquoi ça a de l'importance, ça a tellement d'importance d'écouter ses clients, et surtout ses clients insatisfaits. C'est ces bruits bas, c'est ces bruits que vous n'entendez pas, que vous n'écoutez pas. Et pourtant, pour audioprothésiste, c'est un comble, mais c'est des choses que vous dites, ce que vous dites vos clients, et que vous laissez de côté, ou vous les trouvez grincheux, de mauvaise humeur, ou pas justifiés, ou en fait, vous faites bien votre métier, donc vous ne comprenez pas pourquoi ces gens-là ne comprennent pas ce que vous faites. Et on va voir que ça a son importance, et nous, ça a une importance vitale, évidemment, puisque moi, mon réseau d'hôteliers, mes 300 hôteliers en 2008, il y en a 30% qui me disent « Stéphane, soit tu trouves quelque chose pour contrer Booking, soit on s'en va. » Donc 30% de mes franchisés, de mes coopérateurs, qui partaient de la chaîne si je ne trouvais rien. Donc évidemment, on a dû mettre le plan d'urgence en place. On a fait des choses, on n'a pas tout fait bien, mais en tout cas, on s'en est sorti malgré tout. Puis la troisième catastrophe industrielle, j'ai pas eu de bol, moi j'étais pile poil dedans, c'est Booking, c'est Airbnb, pardon. Airbnb, c'est vous qui avez la bonne idée, vous aussi, de louer, d'acheter des appartements, des chalets, ou que sais-je, et de les louer sur Airbnb et de vous transformer en hôtelier. Donc je me retrouve avec 66 millions de concurrents qui ont décidé de faire de l'hôtellerie. Donc Airbnb, c'est né en 2003-2004 sur la côte est des États-Unis, sur la côte ouest, pardon. Et j'ai appelé moi mes collègues de la côte ouest pour leur dire, mais alors, c'est quoi ce truc? Parce qu'à Paris, il y a énormément d'appartements qui sont échangés sur cette plateforme de particulier à particulier. Qu'est-ce que ça va devenir? Et eux, ils me disent, non mais t'inquiète pas Stéphane, c'est un truc de beatnik californien, c'est du couchsurfing, tu dors chez l'habitant moyennant un peu d'argent. Franchement Stéphane, est-ce que tu prêtes ta maison à quelqu'un que tu ne connais pas pendant 15 jours, qui vient de l'autre bout du monde, bien sûr, sans le connaître? Je dis, non, je ne ferai pas ça. Mais il me dit, tu vois, ça ne marchera pas.
Airbnb, vous avez dû aimer mes collègues américains. Airbnb, la première chaîne hôtelière au monde. Ils ont 16 millions d'offres aujourd'hui, quand Starwood Marriott, qui est la première chaîne, a 1 million de chambres. Airbnb est rentable et coté en bourse. Ils ont fait 130 milliards de dollars de chiffre d'affaires l'année dernière. Et Airbnb a doublé l'offre hôtelière parisienne en 5 ans. Il y a 18 000 chambres d'hôtel à Paris. Ils proposent, à l'heure où on se parle, là, maintenant, tout de suite, 18 000 appartements à vendre ce soir. C'est comme si sur votre marché, il y a un acteur qui est arrivé qui multiplie par 2 l'offre totale des laboratoires audioprothèses. Donc évidemment, ça crée un petit tsunami et on a dû effectivement essayer de comprendre ce qui nous était arrivé et comment on a pu réagir. On s'en est sorti aussi avec Airbnb parce que la demande était très importante, donc finalement cette offre nouvelle a été absorbée par une demande non satisfaite et ça s'est plutôt bien passé. Mais on a eu de la chance. On a eu de la chance parce qu'on aurait pu disparaître. Et je vais vous montrer d'autres industries qui ont disparu. Donc moi j'ai quitté Best Western en 2011 après ces aventures et je me suis dit que j'allais comprendre ce qui m'était arrivé pour l'appliquer dans mon propre hôtel, pour le faire dans mon propre commerce et de voir comment je pouvais faire de cette menace une opportunité pour développer ma rentabilité et mon chiffre d'affaires. Alors d'abord, je suis allé voir ailleurs. Je suis allé voir par exemple les auto-écoles. Tout le monde connaît le business des auto-écoles, on a tous passé notre permis. Mais les auto-écoles, c'est un marché qui est assez marrant, c'est 2 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Mais 82% des gens interrogés qui passent leur permis de conduire ou leur code disent qu'ils sont insatisfaits. Donc un marché qui a 82% de taux d'insatisfaction, c'est une sacrée opportunité pour ses concurrents. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que l'auto-école a été complètement disruptée, pas parce que les auto-écoles travaillaient mal, mais simplement parce que le client n'était pas satisfait de ce qu'il proposait. En fait, il n'y a pas trop de questions à se poser. Quand on a passé son permis, alors moi je l'ai passé en 86 pour les plus vieux d'entre nous, je vais voir si je suis le plus vieux pas dans la salle, on va voir, on va faire un test. Donc en 86, souvenez-vous, moi j'ai appris sur le code Rousseau. Ça va le code Rousseau? Faites oui de la tête pour être sûr que, voilà, merci, pour être sûr que je ne suis pas le plus vieux. Et puis j'allais le samedi après-midi dans l'auto-école d'à côté, à côté de chez moi, dans une salle surchauffée, avec un type avec les cheveux gras qui passait des diapos. Vous l'avez aussi celui-là? Vous l'avez, ok. Et puis je devais perforer un truc, vous vous souvenez? Je devais perforer une grille pour savoir s'il avait fait des fautes. C'est bon, je ne suis pas le plus vieux, ça me rassure. Et puis alors les leçons de conduite, moi je suis plutôt d'origine des Alpes vers Grenoble, je suis né à Voiron, et donc à Voiron, évidemment l'hiver fait un peu frais, donc on attendait son moniteur que monsieur veuille bien nous récupérer devant l'auto-école, parce qu'il était en retard évidemment, sa voiture était un petit peu dégueulasse, lui il faisait un peu la gueule, il vous engueulait parce que vous ne savez pas faire un créneau. Voilà, je vous la caricature à peine, mais c'est comme ça que j'ai passé mon permis. On ne se posait pas de questions, c'était comme ça. Et donc on y allait, et puis il n'y avait pas des bonnes et des mauvaises auto-écoles, on prenait celle qui était proche de la maison, et puis voilà. Le problème, c'est que moi, j'ai 3 enfants, et ma dernière fille, j'ai 2 garçons, j'ai une fille qui a 22 ans, et je lui dis, chérie, tu vas passer ton permis, tu vas prendre le code Rousseau de tes frères là-haut dans une des chambres, puis tu vas t'inscrire à l'auto-école d'à côté, tu verras, c'est sympa, samedi après-midi, tu vas pouvoir voir. Alors, c'est plus des diapos maintenant, c'est des slides et tout ça, mais bon, c'est quand même le samedi après-midi pour faire un test. Et puis pour la leçon de conduite, tu vas t'inscrire chez eux, tu verras, c'est sympa, etc. Puis là, elle me regarde, elle me dit, mais t'es sérieux, papa? Il y a forcément une app pour ça. Vous savez, comme nos ados ont une aversion totale ou quasi totale à l'effort, c'est-à-dire qu'ils sont nés avec un smartphone, donc forcément, ce smartphone est la solution à tout. Et donc, pour l'auto-école, c'est pareil. Elle me dit, mais il y a bien un moyen, il y a bien une application pour passer son code différemment quand même. Et en fait, elle a raison. Il y a une application qui s'appelle Ornicar, qui a été créée il y a 6-7 ans maintenant. Ornicar a digitalisé la totalité du parcours code. Vous apprenez votre code, alors le code Rousseau est mort, fini, enterré, c'est terminé. Vous apprenez votre code en jouant avec vos copains à 3h du matin sur Internet. Donc c'est gamifié, vous jouez. Et vous apprenez 2 fois plus vite avec Ornicar. Les taux de réussite avec Ornicar sont de 10-15% de mieux que n'importe quelle auto-école physique en France. Le code chez Ornicar, aujourd'hui, coûte 10 fois moins cher que dans n'importe quelle auto-école. Et puis on va inverser maintenant les leçons de conduite. C'est plus le moniteur qui vous choisit, c'est vous qui choisissez votre moniteur. Donc l'apprenant choisit son moniteur d'auto-école avec des petites photos et des petites étoiles, comme vous choisissez votre chauffeur Uber, ou comme vous choisissez votre appartement à la montagne. Donc je vais choisir Benoît, parce que Benoît il a une petite mini-rose automatique, et donc il connaît des coins à côté de Saint-Pierre-des-Corps incroyables pour aller faire des créneaux en toute sécurité. En plus il est drôle, il est marrant, et il est à l'heure, et ma fille m'a dit, mais surtout, il passe me prendre à la maison. Parce que ça, c'est un critère numéro 1 pour ma fille. C'est surtout pas attendre, et surtout pas et optimiser son temps pour ne pas attendre que, évidemment, monsieur se pointe à l'auto-école. Les taux de réussite sur Ornicar au permis de conduire sont à peu près équivalents à n'importe quelle auto-école, mais les leçons de conduite coûtent 2 fois moins cher. À l'heure où on se parle, Ornicar, en 2024, c'est 52% de part de marché. Il y a un jeune sur 2 dans ce pays qui a acheté soit le code, soit le permis de conduire sur Ornicar.
Les auto-écoles sont mortes, finies, elles ont disparu, elles vont disparaître définitivement, pas parce que ce sont des mauvais professionnels, mais parce qu'ils n'ont pas écouté leurs clients insatisfaits. À chaque fois qu'un client se plaint, à chaque fois qu'un client est insatisfait, c'est un cadeau. C'est un cadeau pour vous empêcher de vous faire disrupter et pour faire en sorte de ne pas disparaître. Elles ne les ont pas écoutés, parce que le marché était réglementé, parce que ça a toujours été comme ça, et parce qu'il ne fallait rien changer. Et donc aujourd'hui, malheureusement, elles se mordent les doigts, parce qu'Ornica n'est même pas le seul acteur de permis en ligne, il y en a plusieurs, et qui évidemment se taillent la part du gâteau. Si on va chercher un peu plus loin, alors c'est facile, hein, mais je vais taper sur les syndics. Alors les syndics de copro, ceux qui ont affaire aux syndics de copro, les pauvres, ils ont 90% de taux d'insatisfaction. Donc quand on a affaire à un syndic de copro, malheureusement, ça ne se passe pas très bien. On a une façon de gérer un petit peu comme il y a 20 ans, où ils nous facturaient les recommandés, où les AG, c'était dans les salles surchauffées, où finalement, ça a duré des plombes, et puis on se demandait à quel moment ça allait terminer, le soir, très tard. Et donc un acteur qui s'appelle Matera, qui est une start-up parisienne, les a attaqués. Ce sont des anciens de Booking. Donc moi j'ai dit au syndic, faites ce que vous voulez, hein. Nous on connaît ce qui s'est passé avec Booking, hein. Donc les anciens de Booking qui ont fait repérer juste un problème. Booking, en fait, il intervient pour identifier des douleurs du marché et essayer d'y répondre. Quel que soit le marché, il s'en fout que ce soit les syndics, l'hôtellerie ou autre. Il va juste pointer du doigt qu'un marché qui a 80% de taux d'insatisfaction, c'est une opportunité pour lui de faire différemment. Donc Matera propose, non pas d'être syndic, mais propose un tas de services pour justement permettre aux copropriétaires de gérer leur copropriété gratuitement. Gratuitement, entre eux, mais sans payer de syndic. Donc évidemment, ça coûte, mais ça coûte juste du temps de travail pour eux sur l'immeuble. Et puis, là où c'est intéressant, c'est qu'ils ont attaqué les syndics, non pas sur leur profession ou sur la manière de faire le métier de syndic, qui est peut-être très bien pour certains syndics, donc c'est pas critiquable, mais ils les ont attaqués sur la joignabilité. Ils ont fait une campagne de pub dans le métro. Merci syndic pour votre musique d'attente. Maintenant, je connais Vivaldi par cœur. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, évidemment, c'est compliqué de joindre son syndic. Si on a une fuite dans son immeuble le vendredi à 18h, il faut attendre le mardi à 9h parce qu'il ne se passe rien entre les deux. Donc, évidemment, c'est compliqué. La joignabilité, c'est intéressant parce que c'est quelque chose qui vous concerne aussi. Si on appelle vos centres là, maintenant, tout de suite, il est 14h et quelques, qu'est-ce que j'ai? J'ai 10 sonneries, parce qu'il ne faut quand même pas déconner, c'est l'heure du café. Ou alors j'ai tapé 1, tapé 2, tapé 3, on sait tout ce que ça veut dire. Et c'est la première clé de l'expérience client, c'est la première fois que je rentre en contact avec vous. Ou alors est-ce que j'ai quelqu'un qui décroche au bout de 3 sonneries et qui me demande comment il peut m'aider? En fait, la joignabilité, c'est la première pierre du parcours client qu'on verra tout à l'heure. Et cette joignabilité, qu'elle soit par téléphone, par mail ou sur votre site web, elle est extrêmement importante parce que les gens veulent tout simplement rentrer en contact avec vous. Et ils ne peuvent pas tous passer, évidemment, dans le centre pour pouvoir se faire appareiller. Donc les syndics, pareil, ont attaqué en justice Matera parce qu'évidemment, ils les font un peu suer. Et on sait où va finir l'histoire, c'est-à-dire qu'il y a 5000 copropriétés qui sont adhérentes de Matera. Matera vient d'être syndic, c'est-à-dire qu'ils ont enfin ils se sont structurés pour être eux-mêmes des syndics, et nul doute qu'ils vont révolutionner le secteur. On verra, pour l'instant, c'est encore trop tôt. Ma conviction de tout ça, c'est qu'on est dans l'ère du client. Ce que je vous dis n'est pas la vérité, ce que je vous dis, ce sont vraiment mes convictions que je me suis forgé au bout de ces 30 ans. On est dans l'ère du client, on n'est plus dans l'ère de la production, on n'est plus dans l'ère de la technique, de la distribution qui a été complètement révolutionnée avec le web. L'ère du client, je voulais l'illustrer avec Yves Rocher, parce que Yves Rocher, c'est une marque qui est assez intéressante. Et puis on change de secteur d'activité. Tout le monde connaît Yves Rocher, bien entendu. Yves Rocher, c'est une marque parfaite. C'est la marque française. La boîte gérée par Brice Rocher, le petit-fils du fondateur. Les produits faits en Bretagne, à la Gacilly, made in France. La première entreprise à mission de France, c'est Yves Rocher. C'est les premiers qui ont mis dans leur statut entreprise à mission, RSE, développement durable, etc. Bref, une boîte bien sous tout rapport. C'est le leader mondial de la cosmétique au naturel depuis 60 ans. Voilà une boîte qui a vraiment, elle coche toutes les cases. Et pourtant, il m'appelle en décembre 2019, il me dit « Stéphane, on a un problème. Quelque chose nous arrive qu'on ne maîtrise pas, ça vient d'Internet, ça vient du client. C'est en train de challenger pas mal notre modèle. Et surtout, on n'est pas d'accord en interne entre la recherche et développement et le marketing pour essayer de le résoudre. » Et ma question, elle est pour vous, qui êtes dans la salle, parce que si vous êtes à distance, ça va être compliqué, mais vous qui êtes dans la salle, vous allez représenter vos camarades qui sont à distance. Qu'est-ce qui, à votre avis, au jour où on se parle là maintenant, qu'est-ce qui peut impacter le chiffre d'affaires, la rentabilité et la pérennité d'une entreprise comme Yves Rocher, qui franchement va très bien, qui vient d'Internet, qui vient d'un client,
qu'ils n'avaient pas prévues et sur lesquels ils n'arrivent pas à se mettre d'accord en interne. Petite idée. Allez, je sais que c'est la pause digestive, mais ouais. Alors les influenceurs, non, ils les gèrent pas trop mal. Ça marche très bien les influenceurs, mais ils les payent. Donc voilà, mais ça marche, hein. C'est un canal de vente comme un autre. Très bien, bonne réponse. Yuka, parfait. J'ai pas de cadeau, je suis désolé, mais... Voilà, alors les influenceurs, on en a parlé, c'est pas eux. Mais la bonne réponse a été donnée, c'est Yuka. Ah, il fallait être là, hein. À distance, c'est moins bien, donc quand on est en présentiel, on gagne. Les influenceurs, en fait, on les paye, donc tout va bien. Et donc, c'est un mode de distribution, un mode de vente comme un autre. Alors que Yuka, que vous avez peut-être sur votre petit portable, la petite carotte, Yuka, qui est un site qui permet de scanner les codes barres de n'importe quel produit alimentaire ou cosmétique. Mais figurez-vous, mesdames, messieurs, que 25% des produits Yves Rocher ne sont pas conseillés par Yuka, sont déconseillés par Yuka. Le leader de la cosmétique au naturel se retrouve avec un quart de ses produits déconseillés par une application qui est Yuka, qui est un autre tiers de confiance. Alors là, c'est un peu le branle-bas de combat chez Yves Rocher, puisque les chercheurs de la recherche et développement me disent, moi je les vois dans une salle comme aujourd'hui, ils étaient 150 en face de moi, ils me disent, mais nous on n'est pas du tout d'accord. Nous on fait du rouge à lèvres avec du pigment. Le pigment c'est moyen pour la santé, mais c'est autorisé par l'OMS. Évidemment, ce rouge à lèvres, c'est un produit star, c'est le produit signature, il y a une excellente marge, on en vend énormément, ça fait 40 ans qu'on fait ce produit, et ben on va continuer à le faire, Yuka ou pas Yuka. Et le marketing, il dit, ben non, parce qu'il y a 13 millions de personnes toutes les semaines qui utilisent Yuka pour acheter de la cosmétique en France. Il y a 1 million de personnes par mois en 2023 qui a téléchargé l'application Yuka en France. Il y a 500 000 personnes tous les 15 jours aux États-Unis en ce moment qui téléchargent l'application. Cette application, elle est détenue par deux personnes. Deux personnes, un diététicien et une copine qui doit être végane, je crois. Ces deux personnes ont décidé de sauver le monde. Elles ont décidé de faire un algorithme tenu secret qui va déterminer que dans le rouge à lèvres, il n'y aura pas de pigment et dans les shampoings, il n'y aura pas de parabènes. C'est eux qui ont décidé ça. En fait, la mauvaise nouvelle pour Yves Rocher, c'est que personne ne les croit, malgré leur belle notoriété, malgré leur existence depuis 60 ans. En fait, les gens ne croient plus les marques, ils ne croient plus Yves Rocher. Ils ont besoin d'un tiers de confiance qui peut être soit les avis clients dans le cas de l'hôtellerie, parce que vous ne croyez pas ni Best Western, ni Accor, ni les autres, puisque vous allez vérifier que les avis clients soient bien conformes à ce qu'on vous a dit. Donc vous ne croyez pas les marques d'hôtel. Les consommateurs ne croient plus Yves Rocher, alors que c'est une marque bien sous tout rapport, parce qu'ils ont besoin de Yuka pour savoir ce qu'il y a dedans. Ben, la mauvaise nouvelle, c'est que personne ne croit les centres Audilab. Personne ne vous croit. Personne ne croit la promesse de votre marque. Personne ne croit que vous êtes meilleur que les autres. Personne. Il n'y a qu'une personne que moi je vais croire chez vous, c'est vos clients. Si vos clients disent que vous êtes des stars, je vais venir chez vous. Mais s'ils disent que vous êtes des truffes, je vais aller chez le voisin. Parce que la crédibilité aujourd'hui passe par les avis clients, par un tiers de confiance qui explique à vos futurs clients qui vous êtes et pourquoi vous êtes là. Et donc ça change pas mal de choses dans le marketing, ça change pas mal de choses dans la façon de communiquer, et ça change pas mal de choses dans votre responsabilité de faire en sorte que vos clients vous considèrent comme des stars, et surtout vous recommandent, puisque c'est ça qu'on va chercher dans la satisfaction et dans l'enchantement client. Alors il y a 3 clés. La première clé, je suis allé la chercher chez les startups. J'étais convaincu, j'avais 40 ans à l'époque, que c'est ces jeunes de 20 ans, là, ces jeunes abrutis, qui m'avaient disrupté. J'étais convaincu qu'ils pensaient différemment et qu'il fallait que j'aille voir ce qui se passe dans leur cerveau, donc je suis allé les questionner. Ils m'ont pas appris grand-chose, mais ils m'ont appris un truc quand même. Ils m'ont dit, Stéphane, tu sais, nous, quand on attaque une entreprise, on part jamais du produit. On part de la douleur. On part du problème. Est-ce qu'il y a encore un problème dans ce marché? Et est-ce que les gens sont prêts à payer pour résoudre ce problème? Donc la première clé, elle est très simple. C'est penser problème, pas produit. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vos produits, on s'en fout. Tous vos appareils, aussi sophistiqués qu'ils soient, on s'en fout. La seule chose qui compte, et vous le savez mieux que personne, c'est comment vous allez résoudre, vous, mes problèmes. Mes problèmes de sociabilité, mes problèmes de communication avec ma femme, mes problèmes d'existence pour mes 30 ou 40 dernières années à vivre. C'est mes problèmes que vous allez résoudre en m'appareillant. Mais vous n'allez pas me vendre un appareil, vous allez résoudre mes problèmes. Si vous continuez à vendre des appareils, vos clients partiront. Si vous résolvez les problèmes de vos clients, c'est vos appareils qui partiront. Dans tous les secteurs d'activité, on voit aujourd'hui que ceux qui réussissent, c'est ceux qui pensent problème et pas produit. Et penser problème, c'est une clé d'enchantement client, puisque si vous résolvez mes problèmes, je vais évidemment vous recommander à mes amis, ma famille, etc. J'ai mis une perceuse, c'est pas anodin. J'ai mis une perceuse pour vous demander quel est le problème que j'essaye de résoudre quand j'achète une perceuse. Facile, allez-y. Quel est le problème que j'essaie de résoudre quand j'achète une perceuse? Derrière l'écran peut-être.
C'est pas mal, c'est bien, peut mieux faire, mais c'est bien. Oui, c'est faire un trou. En fait, c'est pas du tout ça, c'est accrocher un tableau au mur. Pourquoi c'est accrocher un tableau au mur? Parce que j'ai pas besoin d'une perceuse pour accrocher un tableau au mur. Peut-être que j'en ai besoin pour faire un trou et effectivement mettre quelque chose qui permette de l'accrocher. Mais je peux aussi ne pas acheter une perceuse, mais vous demander de me prêter votre perceuse et moi je prêter ma tronçonneuse. Donc j'ai pas besoin de l'acheter. Je peux demander à quelqu'un d'entre vous de venir faire le trou, d'accrocher le tableau, en échange de quoi je vais apprendre l'anglais à ses enfants. Tout ce que je viens de vous dire existe. Et je ne vous parle même pas du velcro qui supporte les 4, 5, 10 kilos et qui permet d'éviter de faire un trou. Les fabricants de perceuses s'arrachent les cheveux parce que les ventes de perceuses chutent. On vend de moins en moins de perceuses. Est-ce que les perceuses sont moins bien? Non, elles sont bien meilleures qu'avant. Elles sont moins chères, elles sont sans fil, elles sont visseuses, elles sont tout ce que vous voulez. Mais pourtant, pour accrocher un tableau au mur, je n'ai pas besoin d'acheter une perceuse. Donc en fait, on voit bien que le problème à résoudre est plus important que le produit à vendre. Et le problème à résoudre, il est variable, il est complexe, il va dépendre de chaque client. Donc c'est là-dessus qu'il faut passer du temps et de l'énergie plutôt que d'essayer de leur vendre des produits. Si vous résolvez les problèmes de vos clients, vos produits partiront, c'est une évidence. Je vais vous montrer juste un exemple dans les matelas. Vous allez me dire, ce n'est pas très original pour l'atelier, mais quand même. On va faire une étude de marché, ça va prendre 5 secondes. Allez, on y va. En ligne, c'est pareil, vous pouvez jouer. Quels sont les 3 problèmes que vous avez quand vous achetez un matelas, quand vous changez de matelas? Le transport, en voilà un. Deuxième problème, quand vous achetez un matelas, se débarrasser de l'autre. Il y a une cliente là, c'est tout. Troisième problème, et c'est une évidence, mais oui, mais ils n'osent pas les autres, c'est pour ça. Ils sont timides. Troisième problème, le tester. Bien sûr, le tester, bravo, super. Le tester, voilà. Donc on vient faire une étude de marché, ça a pris 5 secondes. Quel est le premier vendeur de matelas au monde, à votre avis? Ikea. Ikea, le premier vendeur de matelas au monde. Mais Ikea n'a pas compris. Ikea continue à vendre des matelas, et il a des concurrents qui le disruptent. Ça fait 10 ans aux États-Unis, et donc Ikea, à l'heure où on se parle, va arrêter de vendre des matelas aux États-Unis parce qu'ils ne s'en sortent plus, parce qu'ils sont disruptés par Emma, Teddybert et Casper, qui sont des startups, comme en France aujourd'hui, qui ont complètement disrupté le marché du matelas en résolvant les 3 problèmes que vous avez indiqués, tout simplement. 1, ils vous livrent en 48 heures au 6e sans ascenseur. 2, ils vous débarrassent de l'ancien, et ils s'engagent à le recycler avec un certificat de recyclage. 3, ils vous permettent de l'essayer pendant 3 mois, pendant 100 jours, et au bout de 100 jours, si vous n'êtes pas content, ils reviennent le chercher et ils vous remboursent. Alors ils reviennent le chercher, ils ne vous ramènent pas l'ancien, faut pas déconner, hein. À un moment donné, ça s'arrête. Hein. Et donc, Emma, en 5 ans, est devenu le matelas numéro 1 en France. Les meilleures ventes de matelas, c'est pas Treka, c'est pas Dunlopillow, c'est pas Epeda ou qui vous voulez, c'est Emma. Personne ne connaît Emma, c'est fait en Allemagne, c'est livré directement chez vous, c'est des matelas qui sont chers, mais c'est des matelas qui résolvent votre problème. Emma est arrivé, mais il n'y a pas que, il y en a d'autres, à disrupter le marché, et Ikea n'a rien pu faire. Ikea ne peut rien faire contre Emma, parce que Ikea, le modèle d'Ikea, c'est de vous vendre des matelas. Alors que le modèle d'Emma, c'est de résoudre vos problèmes. Et vous voyez bien la différence, et vous voyez bien le succès d'un Emma aujourd'hui qui prend des parts de marché grâce aux avis clients. Vous avez ici, sur Trustpilot, 23 000 avis, 23 000 clients qui vous disent « Allez-y, c'est super !» Ou vous avez 3 725 avis sur Google avec une note de 4,6 qui vous dit « Oui, allez-y !» Donc en fait, vous n'hésitez plus, vous ne connaissez pas Emma, mais vous faites confiance aux clients qui l'ont testé. C'est aussi simple que ça. Je fais une petite parenthèse sur la note Google. La note Google, c'est important pour vous aussi, je le sais, parce que vous le travaillez. Je vais juste revenir à Booking. Quelle est la note minimale en deçà de laquelle vous ne descendez jamais pour réserver un hôtel sur Booking? C'est une note sur 10. 8. Dans le monde entier, cette question, la réponse est 8. Ça veut dire que vous avez décidé qu'un hôtel en dessous de 8 n'était pas digne de vous. Ça veut dire que moi, si mon hôtel est à 7,9, je n'existe pas. Je disparais de vos radars. Je disparais complètement de votre shopping list et je n'apparais même pas dans votre sélection. Donc en fait, le 8 que vous avez décidé, c'est le 4 sur Booking. Si vous êtes en dessous de 4 sur Google, vous êtes suspect, vous êtes des truffes et j'irai pas chez vous. Donc en fait, la sélection aujourd'hui se fait à 4. Donc 4, c'est fragile, hein, parce qu'un 4 et un 3,9, ça va vite. Alors vous allez me dire, mais je suis à 3,9. Oui, ben moi c'est pareil, je suis à 7,9. Ben vous disparaissez en fait. C'est-à-dire qu'il y a quelques seuils comme ça qu'il faut absolument franchir et bien sûr être bien au-dessus pour pouvoir provoquer le choix de votre futur client. Donc on voit bien que ce 8 chez Booking qui est terrible, hein. Moi j'ai des clients hôteliers aujourd'hui qui sont à 7,9, mais c'est terrible. Ils n'en dorment pas parce que la différence de business, ce qu'on appelle le peaking dans notre jargon, c'est-à-dire la différence de prise de réservation entre 7, 9 et 8, mais c'est colossal.
alors qu'on est à 0,1, ce qui ne veut rien dire pour le client. Puisqu'entre un hôtel à 7,9 ou à 8, franchement, personne ne voit la différence. Mais dans vos têtes, 8 est la barrière. Et après, là où ça devient intéressant, c'est que vous êtes prêt à payer plus cher pour un hôtel qui est à 8,9, alors que c'est le même hôtel d'à côté qui était avant à 7,5. Donc on a des gens comme ça qui sont en train de disrupter des marchés entiers. Donc première clé, résolvez les problèmes de vos clients et arrêtez de leur vendre des produits. Ça, c'est la première leçon que j'ai apprise et ça marche très bien quand on fait de l'hôtellerie. La deuxième, parce que je me suis appliqué à moi-même tout ce que je vous raconte, bien entendu. La deuxième clé, c'est la facilité. Je vais raconter l'histoire, je reviens avec Booking. Booking, on s'est battu contre eux, on a réussi enfin à vendre moins cher sur nos propres sites que chez Booking, etc. etc. Moi, mon hôtel à Orléans, j'avais ma réception qui était au premier étage, j'avais donc une caméra qui montrait le rez-de-chaussée des gens qui rentraient dans mon hôtel. Donc à l'entrée de l'hôtel, les prix sont affichés comme vous le savez, et donc les gens étaient devant avec leur portable, et donc regardaient le portable, etc. Ils montaient à la réception, ils disaient « Bonjour, je viens de réserver une chambre sur Booking ». Donc ils montraient sur leur portable. Et là, vous avez envie de leur dire « Non, attendez, faites 10 mètres et venez me voir, et puis on va discuter. Je suis 15 € moins cher en direct. Là, vous avez pris une chambre à 120, je pouvais la faire 15 € de moins. » Et ils me regardent à peine, ils soulèvent la tête, ils disent « Oui, je sais, mais c'est tellement plus simple via Booking. » Les gens sont prêts à payer 30 € de plus ou 15 € de plus pour de la facilité. Est-ce que c'est facile de travailler avec vous? Est-ce que c'est facile de prendre rendez-vous chez vous? Parce que si ce n'est pas sur Internet, si je ne peux pas prendre de rendez-vous en ligne, si je ne sais pas que le rendez-vous va durer 1 heure, une demi-heure, 3/4 d'heure, ou si je dois venir accompagner ou pas, c'est mort. Est-ce que c'est simple de me faire appareiller? Parce que si je viens me faire appareiller, ce n'est pas par gaieté de cœur. Je vais me faire appareiller parce que je n'ai pas le choix. C'est pas parce que youpi, les lunettes c'est différent, les lunettes c'est esthétique, l'appareillage c'est compliqué. Donc en fait, si je me fais appareiller, c'est parce que je suis obligé de le faire. Si en plus c'est compliqué de prendre rendez-vous avec vous, si en plus le rendez-vous dure des plombes et je ne sais pas comment ça va se passer, si en plus je stresse parce que je ne sais pas comment vous allez traiter ce rendez-vous, etc., ça se passera mal, j'irai ailleurs. Facilitez la vie de vos clients. Et soyez pas dupes, faciliter la vie de son client, c'est vous la compliquez, vous, un petit peu. Parce qu'en fait, ce qu'on fait quand on est commerçant, on essaie de se simplifier la vie soi. Donc forcément, on se dit « Ah, mais c'est plus facile pour moi ». Oui, mais est-ce que ça l'est pour le client? Généralement, non. Donc se compliquer la vie pour vous, c'est simplifier celle du client. Rendez les choses simples et faciles. Vous êtes dans un univers complexe, un univers difficile, un univers qui touche les gens, qui touche l'identité des gens, donc vous devez rendre les choses simples. Est-ce que je peux me garer devant chez vous? Est-ce que je peux vous envoyer un mail? Est-ce que je peux, etc., etc., etc. Est-ce que c'est ça? Et dans le parcours client, on va devoir, là aussi tout à l'heure, essayer de faire apparaître sa simplicité à différents moments de ce parcours client. Donc voilà, la deuxième clé, elle est simple. Rendez les choses faciles et faites en sorte que vos clients trouvent le fait de travailler avec vous extrêmement simple. Donc je vais vous donner la troisième clé, mais avant, je voulais vous dire deux choses. La première, c'est que ce n'est pas la technologie qui va vous disrupter. Ce sont vos clients insatisfaits. Écoutez-les, c'est un cadeau. Les clients insatisfaits, c'est eux qui vont vous disrupter parce qu'ils vont évidemment poser le problème à quelqu'un d'autre qui va le résoudre. Parce que des clients insatisfaits, c'est des clients chez qui vous n'avez pas réussi à résoudre leurs problèmes. Et évidemment, on est dans le monde de la recommandation. Alors, est-ce que j'aime ça? Souvent, on me dit « Mais Stéphane, moi, j'aime pas ce monde, etc. » Ben, moi non plus, mais c'est comme ça. Et moi, dans l'hôtellerie, j'ai vécu avec ça pendant 30 ans. J'aime pas que les gens disent de mon hôtel que c'est pas bien, etc. Mais c'est là et c'est pas prêt de disparaître. Les avis Google prennent une importance colossale. Dans mon univers, dans l'industrie du tourisme, les avis Google surplantent les avis TripAdvisor et Booking en termes de volume et en termes de fréquentation, parce que c'est beaucoup plus simple. Donc l'avis Google va devenir la référence absolue pour le tourisme. Donc demain, elle sera la référence absolue pour vous, bien évidemment. Alors l'autre bonne nouvelle, c'est qu'on pouvait gagner plus d'argent. Vous êtes des commerçants, comme moi, comme je l'ai été en tout cas, et donc évidemment la rentabilité de vos affaires vous importe. La satisfaction et l'enchantement client déclenchent de la rentabilité, c'est prouvé. On l'a fait dans l'hôtellerie il y a 15 ans, où on a fait une étude qui montre que quand j'augmente de 1% mon taux de satisfaction sur TripAdvisor, Booking ou Google, j'augmente de 1,42 ma rentabilité. Ça veut dire que je vends plus de chambres et je les vends plus cher. Mais vous avez tous fait l'expérience qui démontre ça. C'est-à-dire que vous avez tous été confrontés sur Booking à 2 hôtels. Parce que vous utilisez Booking, malheureusement, c'est comme ça. Et donc 2 hôtels 3 étoiles à Paris. Il y en a un qui est à 7,1 sur Booking, qui est moins cher. Et puis là, il y en a un autre, 3 étoiles, placé au même endroit, même service. Il est à 8,9 et il est 30 ou 40 € plus cher. Mais vous êtes plus de 90% dans cette salle et derrière votre écran à acheter celui qui est 30 ou 40 € plus cher. C'est-à-dire que vous n'achetez pas l'hôtel, vous achetez sa réputation, puisque les hôtels sont exactement du même niveau. Donc en fait, on s'aperçoit qu'aujourd'hui,
la prime à vendre plus cher est liée directement à la satisfaction et à la recommandation de vos clients. Donc vous légitimez un prix plus cher parce que vous avez une meilleure réputation. Et les gens sont prêts à payer plus cher chez un audio qui a une meilleure réputation. C'est aussi simple que ça. Et si je vous dis que ça marche dans tous les secteurs d'activité, puisqu'aujourd'hui, il y a des études très sérieuses avec un fonds d'investissement qui s'appelle Trust Team Finance, que vous irez voir sur Internet. Trust Team Finance prouve, ils ont des livres blancs, ils ont plein de choses, que dans n'importe quel secteur d'activité, pas seulement l'hôtellerie, les entreprises qui surperforment en termes de satisfaction client surperforment le marché, en termes de retour sur investissement, d'EBITDA, etc., puisque eux sont des fonds d'investissement qui n'investissent que sur des boîtes qui surperforment en termes de satisfaction client. 3 facteurs qui prouvent, ou qui en fait justifient très simplement, c'est du bon sens commerçant, hein. Un client satisfait, c'est un client fidèle, c'est de la récurrence. On va parler de taux de rééquipement tout à l'heure. Hein. Lorsqu'on arrive au bout des 4 ans et que mon appareil, je dois le changer, qu'est-ce qui se passe? Cette fidélité, évidemment, elle est payante, puisque vous pouvez avoir un client pour, je sais pas moi, 20 ans ou plus. Donc cette fidélité, elle est bonne parce que c'est de la récurrence. Et en plus de ça, on a des clients ambassadeurs qui parlent en bien de nous, qui disent « Tu cherches un audioprothésiste ? Cherche plus, j'ai trouvé, c'est lui. Ça fait 10 ans que je suis chez lui, il est top. Alors il est plus cher que tout le monde. Hein. Audilab, il est très très cher. Hein. Mais par contre, il est incroyable. Et bien en fait, ce n'est pas le prix qui va décider d'aller chez vous. C'est simplement la recommandation qui fait qu'on va chez celui qui nous a recommandé. Mais comme vous et moi, on réagit quand on nous recommande quelque chose. Donc la fidélité, la recommandation des clients ambassadeurs. Ensuite, le coût d'acquisition baisse. Je n'ai pas besoin d'aller me battre pour aller trouver de nouveaux clients en permanence, donc je fais baisser mes coûts d'acquisition. Donc je dépense moins. Et enfin, le troisième facteur, ce qu'ils ont constaté dans l'industrie, dans la grande distribution, comme chez Decathlon par exemple, le pricing power, la capacité à vendre plus cher le même produit que mon concurrent. Une entreprise qui surperforme en termes de satisfaction client vend ses produits plus cher qu'une entreprise, que la même entreprise, qui fait les mêmes produits, mais qui est beaucoup moins bonne en termes de satisfaction client. Donc en fait, c'est QFD. Hein. Aujourd'hui, le lien entre rentabilité et enchantement, satisfaction, il est fait. Donc à vous de choisir si évidemment vous voulez l'embrasser. Alors, quels sont les problèmes à résoudre chez vos clients? Il y en a plein. D'abord, la première chose que je tiens à vous dire, c'est que j'ai le choix. Je ne suis pas obligé d'aller chez Audilab. Hein. Je peux aller dans plein de centres. Entre les opticiens qui font maintenant de l'audio, entre les audios qui font de l'optique, on n'y comprend plus rien, nous les consommateurs. Ce qu'on voit, c'est qu'aujourd'hui, il y a un marché qui est extrêmement large. Il y a énormément d'acteurs, des gens connus, des gens pas connus, des gens qui font que ça, des gens qui font autre chose. Bref, j'ai le choix. Donc il va falloir que vous soyez l'audio préféré de vos clients ou l'audio préféré de vos prospects. Donc là-dedans, il va falloir émerger. Et pour émerger, eh bien, évidemment, l'enchantement client fait partie des clés qu'on peut utiliser. Vous faites bien votre travail et ça se voit. Vous avez des commentaires, ça c'est chez vous. Hein. Je suis allé voir, pas tous, hein, je suis allé voir certains de vos centres. Et on a des clients enchantés, il y a des clients qui disent que vous êtes des stars, que c'est génial, qui vous recommandent. Et ça c'est top, continuez. Donc vous faites un petit peu ce que je suis en train de vous raconter, peut-être que vous ne vous en rendez pas compte, mais en fait vous provoquez ça. Mais malheureusement, vous avez aussi des clients qui vous traitent de truffes, qui vous disent que vous n'êtes pas bon, qui vous disent que vous étiez fermé alors que vous étiez censé ouvert, qui vous disent que vos appareils finalement ne fonctionnent pas, qui vous disent que finalement vos visites de contrôle, elles ne sont pas faites en temps en heure, etc., etc. Donc ces gens-là, vous ne pourrez pas les éviter. Par contre, vous pouvez augmenter évidemment les gens satisfaits. Et donc, la clé, c'est de se dire que de toute façon, je ne peux pas éviter les avis Google. Vous ne les éviterez jamais. Vous n'éviterez non plus jamais les clients un peu grincheux qui vont vous dire que c'est pas bien. La clé, c'est que vous allez devoir augmenter le pourcentage de clients très satisfaits qui vous disent, qui vous recommandent. Et si vous faites ça, les quelques clients mécontents que vous avez à l'écran qui resteront seront dilués dans une masse incroyable de clients contents, avec des avis récents, etc. Donc, plus que jamais, vous devez provoquer l'enchantement. Alors, juste avant de vous donner la troisième clé, je ne pouvais pas, en tant qu'ancien patron de réseau, coopérative, avec Best Western, ne pas vous dire que vous avez une responsabilité tous, en tant qu'associés chez Audilab. Votre responsabilité, c'est de ne pas être le maillon faible. La force d'un réseau se mesure à la résistance de son maillon le plus faible. Le maillon le plus faible, c'est celui qui a 3,5 sur Google. Malheureusement, c'est le maillon faible. Pourquoi? Parce qu'il dessert toute la marque Audilab dans son ensemble. Donc vous devez absolument être solidaire sur la satisfaction client et sur l'enchantement client, parce que si vous avez un seul de vos magasins, un seul de vos centres qui déconne, c'est toute la marque qui déconne.
Et donc, évidemment, vous avez une grosse responsabilité en tant que réseau de coopératives et d'associés pour pouvoir faire de cette marque la marque préférée de vos prospects. La troisième clé de l'enchantement client, elle est importante parce qu'elle va toucher l'émotion. Donc, c'est un peu plus compliqué à déclencher que les deux premières, mais vous allez voir qu'elle est beaucoup plus puissante. Alors, l'émotion, elle tient déjà d'un constat et d'un petit problème, c'est qu'il y a un décalage entre la façon dont vous faites votre métier et la façon dont les clients perçoivent la façon dont vous faites votre métier. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que si vous regardez ce petit dessin, si vous êtes fabricant de mobile sur la gauche, vous êtes très fier de ce que vous avez produit. Par contre, votre client, il voit le trou de balle des peluches pendant 6 mois. Donc, il y a un petit décalage entre la manière dont vous voyez, c'est génial, regardez comme cet appareil, il est incroyable, et la manière dont vous voient vos clients. Alors, vous allez me dire, le client, c'est pas le bébé, c'est les parents, vous n'avez pas tort, mais quand même, c'est juste pour illustrer, en fait, le décalage qu'il peut y avoir. Alors, rigolez pas, parce que ça arrive aussi chez vous, et ça arrive pour 4 raisons. En fait, votre client, il va vivre 4 expériences chez vous. La première qu'il va vivre, c'est l'expérience voulue. C'est celle que vous voulez qu'il vive, donc vous allez lui décrire cette expérience sur votre site internet, par exemple, ou sur le site d'Audilab, en disant, regardez ce qu'on sait faire, regardez comme on est beau, comme on est bien, etc., etc. Ça, c'est l'expérience voulue. C'est ce que va lire votre client quand il va venir sur votre site, par exemple. Ensuite, vous avez l'expérience attendue. C'est-à-dire que le client, avant de rentrer chez vous, avant de vous contacter, il a des attentes. On va voir que ces attentes, elles sont très compliquées à aller identifier, parce qu'elles sont très variées, très diverses et très complexes à capter. Donc ça, c'est là l'expérience attendue. Quand je pousse la porte du centre, je m'attends à quelque chose. Et donc cette expérience attendue va être aussi importante parce que je vais la comparer à l'expérience voulue et surtout à l'expérience proposée. L'expérience proposée, c'est ce que vous faites dans votre centre quand je rentre et quand je vais pour mon premier rendez-vous. C'est ce que vous allez faire avec moi pendant 7 heures, 7h30, etc. Donc l'expérience proposée, là, il n'y a pas de sujet, vous êtes bons. Vous êtes des super professionnels de santé, des audioprothésistes compétents, il n'y a pas de sujet, vous savez faire. Mais par contre, ça ne suffit pas. C'est-à-dire que le livrable ne suffit pas. Ce n'est pas parce que vous êtes bon dans votre métier que moi, client, je vais ressentir le fait que vous soyez bon et que je vais vous recommander. Parce que le plus important, c'est la dernière expérience, c'est l'expérience perçue. C'est ce moment de vérité, quand je rentre dans votre centre, quand vous allez commencer le rendez-vous, ce moment de vérité, ces quelques secondes, ces quelques minutes, qui vont faire « oui, ça me va »,« non, ça ne me va pas », oui, je suis en confiance, non, je ne suis pas en confiance. Et c'est cette perception de ce que vous allez faire avec moi qui va impacter derrière ma recommandation ou pas. Et donc, la satisfaction client dépend de ce moment-là. Alors, on l'oublie parce que malheureusement, dans beaucoup de boîtes aujourd'hui, et vous n'y faites pas exception, souvent l'expérience voulue, elle est, comment je vais expliquer ça, incomplète parce qu'elle est auto-centrée. Audilab, on est les meilleurs, regardez comme on est beau, regardez comme c'est super, regardez les produits sont incroyables. Mais je vous rassure, on fait tout ça. Hein. Donc on est auto-centré, donc on est incomplet parce qu'on ne parle pas du client, on parle de soi. La deuxième chose, c'est que l'expérience attendue, vous pensez la connaître, vous pensez bien connaître vos clients sur leurs attentes, mais en fait, vous ne les connaissez pas. Vous ne les connaissez pas parce qu'eux-mêmes ne savent pas à quoi s'attendre quand ils viennent chez vous. Donc en fait, comment pouvez-vous connaître quelque chose que votre client lui-même ne connaît pas? Donc c'est inexploré. Ensuite, vous êtes obsédé par le delivery. Vous êtes obsédé, et c'est normal, par la qualité de l'appareil, la précision du contrôle, la beauté technologique du produit, peu importe. Vous êtes des professionnels, des techniciens, des professionnels de santé, donc forcément, ça vous obsède, et vous savez déployer ça, et là-dessus, il n'y a rien à changer, c'est super. Mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas parce que l'expérience perçue, elle est souvent méconnue. Vous ne savez pas ce que perçoivent vos clients quand ils sortent de chez vous. Vous le savez par petites brides quand ils ont la gentillesse de vous faire un commentaire sur Google, mais sinon, vous ne le savez pas. Donc, qu'est-ce qu'il va falloir qu'on fasse? Il va falloir qu'on impacte la perception. Il va falloir qu'on se dise que la perception, c'est la seule chose à faire. C'est la seule chose dont il faut s'occuper. Pour ça, je vais passer par un tableau que vous connaissez peut-être que vous connaissez aussi derrière vos écrans, un tableau de Magritte. Je ne suis pas un fan de Magritte, mais bref, c'est un peintre, fin du XXe. Et comme tous les artistes, c'est un artiste qui nous envoie un message en peignant ses peintures. Bon. Là, il nous a peint ce tableau, et moi, ce que je peux vous dire, c'est qu'à 14h49 aujourd'hui, ceci n'est pas une pipe. Qui dans la salle est d'accord avec moi pour dire que ce n'est pas une pipe? On est 2, 3, il y a des gens qui se lèvent la main derrière, 4, ok, donc on est allé à peine 5%, peut-être un peu plus ou un peu moins en ligne, à penser que c'est pas une pipe. Et les autres disent, mais ils sont cons, quoi, ils voient bien que c'est une pipe. Enfin, qu'est-ce qu'ils ont mangé à midi? C'est pas normal. En fait, qu'est-ce que nous dit l'artiste? L'artiste nous dit, vous voyez la même image. Tout le monde voit la même image, ici, en ligne, dans cette salle. Par contre, on n'en a pas la même perception.
Moi, je pense que c'est pas une pipe, parce que c'est un tableau qui représente une pipe. Moi, j'ai jamais fumé un tableau, donc c'est pas une pipe, c'est un tableau. Mais vous me dites, oui, non, mais Stéphane, d'accord, mais tu vois bien que c'est une pipe. Et vous avez raison. Le problème, c'est pas qui a raison, qui a tort. Le problème, c'est que vos clients, quand ils rentrent chez vous, ils n'ont pas la même perception de ce que vous leur proposez. Et pourtant, vous délivrez de l'excellence, vous délivrez quelque chose de bien. Mais il y a des gens qui vont voir en vous des gens incroyablement géniaux et efficaces pour résoudre le problème, et d'autres qui vont voir des truffes. Donc en fait, la même image que vous produisez pour les clients sera perçue différemment. La conclusion de ça, c'est quoi? Ça veut dire que ce qui est important, c'est pas ce que vous faites. Ce qui est important, c'est la manière dont vos clients le perçoivent. La vérité, la réalité n'existe pas. La réalité n'existe pas, c'est pas moi qui le dis, mais la perception est la vérité, c'est-à-dire que ce que perçoit le client devient la vérité, devient quelque chose sur lequel vous devez vous concentrer, vous et vos collaborateurs. Vous devez faire en sorte que le client perçoive quelque chose d'incroyable pour lui faire dire que vous êtes évidemment son audio préféré et qu'il puisse dire sur Internet qu'il vous recommande. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le client n'a pas toujours raison. Est-ce qu'on peut dire que le client est roi? Pour moi, la réponse est non. Par contre, sa perception est toujours vraie. Donc, même si c'est un client pénible, même si c'est un client un peu grincheux, même si c'est un client difficile, il n'a pas raison, il a tort, mais sa perception est vraie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut que j'impacte sa perception pour qu'il puisse changer d'avis sur ce que je suis en train de faire avec lui. Donc, vous allez travailler sur la perception du client. Et là, ça devient un petit peu subtil. Donc, moi, je suis allé voir un peu ce qui se passait dans les neurosciences pour essayer de trouver une clé pour mettre dans le cerveau quelque chose, pour manger le cerveau du client et faire en sorte qu'il perçoive des choses différemment que ce qu'il perçoit lui-même. Comment je peux impacter la perception? C'était mon obsession pendant des années, parce que je ne comprenais pas pourquoi dans mon hôtel, le matin, il y avait 2 tables, 2 couples différents qui prenaient leur petit déjeuner, il faisait beau, ils avaient eu la même chambre, ils ont passé un super séjour. Il y a un couple qui est ravi et qui dit c'était super le séjour qu'on a passé avec vous, et le couple d'à côté qui a eu la même chambre, la même réceptionniste, le même sourire, le même café, le même croissant, qui me disent non, c'était nul, on n'a pas aimé. Pourquoi j'ai délivré la même chose et pourquoi c'est pas perçu de la même façon? Ça m'a rendu dingue. Donc en fait, je suis allé chercher dans les neurosciences. Et j'ai trouvé quelque chose. J'ai trouvé quelque chose qui est de l'ordre... Alors ça fait une dizaine d'années qu'on réfléchit sur ces sujets, mais en fait, on a compris comment se fabriquer la satisfaction client. Elle se fabrique en comparant la perception et les attentes. D'accord? Si ma perception est en deçà de mes attentes, je suis mécontent. J'ai une zone de tolérance qui me permet quand même d'accepter que ce n'était pas au niveau de mes attentes, mais c'est OK. Et puis après, j'ai une zone d'intolérance qui fait que ce n'était pas OK du tout et je vais mettre un mauvais avis sur Internet. Si la perception de ce que je vis est au niveau de mes attentes, c'est OK. 80%, 70% de vos clients et des miens, c'est OK. Mais le OK ne génère pas de la recommandation, ne génère pas de l'enchantement. Le OK, c'est OK. Comme quand vous allez à l'hôtel et qu'on vous demande votre avis, dans la plupart des cas, c'est juste OK. Et vous, donc, vous ne répondez pas au questionnaire et vous ne mettez rien sur Internet. Pour aller chercher l'enchantement, il faut que la perception dépasse les attentes. Et là, vous allez toucher du doigt l'enchantement et vous allez provoquer chez vos clients une émotion qui fera qu'il aura une envie irrésistible de dire de vous sur Internet que vous êtes des stars. C'est ça qu'on essaye de faire. Et ça, on peut le provoquer. Comment? On a regardé tout ce qui est sur la gauche de l'écran. Alors, sur votre gauche ou sur votre droite, je ne sais plus comment on est, là, je suis un peu perdu. Mais bon, bref, tout ce qui est besoin personnel, tout ce qui est croyance, distorsion, facteur situationnel, tout ça, c'est des composantes à la fois des attentes et de la perception qu'on a essayé d'impacter dans l'hôtellerie depuis 20 ans, et ben on n'y est pas arrivé. Donc je vais vous faire gagner 20 ans. Vous pouvez vous amuser avec ça si vous voulez, nous, on n'y arrive pas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on voulait agir sur les besoins des gens. Donc on voulait mapper l'ensemble des besoins des gens sur la planète qui venaient chez Best Western pour que leur dire que si M. Gauthier, il veut une bouteille d'eau plate dans sa chambre, ou une bouteille d'eau pétillante et un oreiller à mémoire de forme, et ben je vais mettre ça dans le fichier, et dans le monde entier, chez Best Western, il pourra avoir ça. C'était génial comme idée. On avait dépensé des millions de dollars, hein, pour rien. Parce qu'en fait, M. Gauthier, il a changé d'avis entre-temps. Il n'aime plus l'eau pétillante, puis l'eau pétillante qu'il a à Pékin n'est pas la même qu'à Paris ou qu'à New York, et il n'aime plus les oreillers mémoire de forme, parce qu'il préfère les oreillers en plume, c'est beaucoup plus confortable. Ça ne marche pas, parce que les gens changent, les gens sont complexes, et les besoins du client sont extrêmement complexes à cerner. Donc on a laissé tomber. Ensuite, il y a les croyances. On peut impacter les croyances. Vos clients viennent chez vous avec des croyances. Ils croient qu'un appareil, c'est inconfortable, que c'est cher, que c'est pénible à porter, que c'est disgracieux, que ça va me classer dans une case senior sur la fin de vie. Bref, ils ont des croyances. Et vous, votre tâche, c'est évidemment de vivre avec ces croyances, d'essayer de les fissurer, ces croyances, mais vous aurez du mal à le faire. Dans l'hôtellerie,
Les croyances, c'est les étoiles. Si je vous dis 5 étoiles, vous croyez que vous allez voir un voiturier, un bagagiste et un room service 24/7. C'est faux. C'est-à-dire dans la nomenclature 5 étoiles, il n'y a pas tout ça. Donc en fait, est-ce que je dois me battre contre vos croyances pour vous expliquer que le 5 étoiles ne comprend pas ce que vous croyez? Évidemment, c'est mort, ça ne marchera pas. Donc vous ne pouvez pas faire en sorte de faire croire aux gens autre chose que ce qu'ils croient eux-mêmes. Et donc il va falloir jouer avec, et vous n'avez pas le choix. Ensuite, dans la perception, vous avez deux facteurs qui vont polluer la perception. Il y a un facteur de distorsion et un facteur de situation. Alors, le facteur de distorsion, c'est facile pour l'exprimer. Il est quelle heure? Il est 14h55. Il y en a un d'entre vous, peut-être en ligne, qui va recevoir un SMS et il a un contrôle fiscal. C'est une blague, hein. Personne n'a sorti son portable. C'est pas une bonne blague, mais c'est une blague. Mais imaginons que ça arrive. Il y en a un qui a un contrôle fiscal? Non, parce qu'un jour, ça va me tomber dessus et je vais être assez mal à l'aise. Imaginez que c'est le cas, que quelqu'un d'entre vous apprenne qu'il a un contrôle fiscal. Il ne va pas passer une bonne journée. Et on va lui dire, tiens, c'était comment la convention des associés chez Audilab? Non, mais c'était nul. D'abord, c'est à Saint-Pierre-des-Corps, c'est nul, il fait gris, c'est pas beau. C'est à côté de la gare, il y a un pauvre Kyriade à côté tout pourri. J'ai dormi là hier soir, c'était nul. Et puis la formule hybride, là, machin, Teams, on n'y comprend rien. Et puis on ne sait pas, on est là, on n'est pas là. Et puis on a vu un conférencier qui nous a parlé de pipe, j'ai rien compris. Et puis Benoît, il a encore ressassé plein de choses qu'on connaissait déjà. Bref, je n'étais pas là ce matin, Benoît, hein, donc c'est de la pure invention. Ce que je veux vous dire, c'est que votre perception de cette journée va être assez négative. Et donc, quand on va vous demander est-ce que cette convention s'est bien passée, vous allez dire non. Et en fait, est-ce que c'est de ma faute? Est-ce que c'est la faute du temps ou de Saint-Pierre-des-Corps? Non. C'est juste la faute que vous avez une distorsion de perception qui fait que vous avez perçu les choses différemment que votre collègue d'à côté. Et ce qui est normal. En fait, vos clients, quand ils viennent vous voir, ils ont tout leur paquet de misère. Hein. Leur femme les a quittés, ils ont un accident de voiture, le chat est mort, peu importe. Donc ils arrivent avec des distorsions et vous ne comprenez pas pourquoi, quand vous leur proposez vos produits, ils le prennent mal. Bah oui, ils le prennent mal parce qu'ils ne sont pas du tout dans l'état pour percevoir quelque chose de positif de ce que vous allez faire avec eux. Donc, on va vivre avec, on n'a pas le choix. Ou alors, vous vous transformez en psy et vous essayez de psychanalyser vos clients, c'est mort, même si vous le faites un petit peu déjà dans votre métier. Et puis, les facteurs situationnels, c'est les travaux devant le centre, c'est le tramway qui ne marche pas, c'est les tracteurs des paysans qui sont en train de bloquer toutes les rues, et donc j'ai mis 3 heures pour arriver chez vous pour le rendez-vous, je suis dingue, mais vraiment dingue. Et vous me dites, bonjour, ça va, monsieur Gauthier, on va passer à l'appareillage? Non, non, ça va pas du tout. Ça fait 3 heures que j'essaye de venir chez vous, il y a des tracteurs partout, ça marche pas, il y a la grève des trains, un facteur situationnel. Qu'est-ce que vous y pouvez? Vous ne pouvez pas faire en sorte que les trains fonctionnent et que les tracteurs ne passent sur les voies. Donc, vous avez des clients qui arrivent chez vous déjà énervés, c'est mort. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Jamais vous n'arriverez à les satisfaire. Donc, il va falloir faire avec. Bienvenue au club. Par contre, vous pouvez agir sur tout ce qu'il y a de l'autre côté de ce schéma, qui est la promesse et les preuves de cette promesse. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous avez la main sur la façon dont vous vendez vos produits et la main de la façon dont vous faites la promotion d'Audilab. Je donne 2 exemples très concrets pour aller manipuler les attentes de vos clients, et vous pouvez le faire tous les jours, et des exemples très concrets pour augmenter la perception positive de ce que vous faites pour eux. Air France, quelle est la première cause de plainte chez Air France depuis, 30 ans? Non. Ah, ça aurait pu, mais non, c'est la deuxième, je crois. Non, non, décidément, non. Non, enfin, la première cause de plainte chez Air France, le retard. Le retard, ils sont jamais à l'heure. Enfin, je sais pas vous, mais moi, j'ai pas de chance. C'est le numéro 1. Tout ce que vous avez dit après existe aussi, hein. Mais ils ont déjà un à résoudre, c'est les retards. Bon. Donc ils se sont posé la question, c'est quand même ballot d'avoir cette image. Comment on fait? Donc ils pourraient payer des gens très chers pour revoir tout le process de parking, nettoyage des avions, etc. C'est extrêmement complexe, hein, ça prend du temps. En fait, ils n'ont pas fait ça du tout. Ils ont fait une chose qui leur a coûté quasiment rien. Ils ont changé les horaires. Donc ils ont résolu le problème en 6 mois. Hein. Ils ont changé les horaires et ils vous font prendre un avion départ 20h, arriver 22h pour aller à Toulouse. Donc vous n'êtes pas pilote, vous ne savez pas qu'un vol Paris-Toulouse, c'est 1h20. Donc qu'est-ce que vous faites? Vous vous pointez pour faire en sorte d'être là à 20h pour embarquer. Vous savez que vous arrivez à 22h, c'est là où l'effet agit. C'est-à-dire qu'ils ont mangé votre cerveau et ils sont rentrés dans votre cerveau en disant « Vous arrivez à 22h » et vous vous dites « Bah oui, j'arrive à 22h, si Air France le dit, c'est que ça doit être vrai. » Donc vous faites votre petit film, vos attentes. Bon, le taxi, l'hôtel, etc. 23h, c'est bon, je suis à l'hôtel, c'est cool. Et que fait le pilote? Dans 9 cas sur 10, c'est processé chez Air France. Hein. C'est un process. Hein.
9 cas sur 10, une demi-heure avant d'atterrir, le pilote prend l'appareil, il dit bonjour, le capitaine vous parle, j'ai une excellente nouvelle, on a 15 minutes d'avance sur l'horaire prévu. Et là vous vous dites, mais champion du monde la France, ils ont 15 minutes d'avance. Mais en fait le pilote il a 30 minutes de retard, parce qu'il devait arriver à 15, il arrive à 45, mais il a dit qu'il arrive à 22 heures. En faisant ça, croyez-le ou non mesdames, messieurs, ils ont réduit de 70% les plaintes liées à la ponctualité. Vous pouvez tous les jours impacter les attentes de vos clients. Dites-leur que c'est cher, dites-leur que c'est difficile, dites-leur que c'est long, dites-leur que c'est douloureux, dites-leur que ça va être compliqué. Et faites l'inverse. Dites-leur, créez chez eux des attentes pour faire en sorte de faire beaucoup mieux et de faire en sorte de provoquer de façon irrésistible de l'enchantement et de la recommandation. Oui, c'est contre-intuitif, oui, c'est difficile, mais faites-le. Et vous allez voir que ça marche. Ça marche parce que vos clients qui s'attendent à ce que ce soit difficile, ben en fait, ça va être facile grâce à vous. Ils s'attendent à ce que ce soit cher. Bon, ça va être cher par contre. C'est souvent cher. Mais ça peut être un peu moins cher que cher, en tout cas, que ce qu'ils s'attendent, etc., etc. Donc vous avez les moyens de diminuer les attentes. Vous comprenez bien que si je baisse les attentes et si j'augmente la perception, je crée de l'enchantement. Comment on impacte la perception? Comment on manipule le client pour qu'il pense de nous qu'on est des stars? Dans l'hôtellerie, on a fait un truc qui était très simple, on a surclassé les gens. Voilà, si Benoît vient dans mon hôtel, il va prendre la chambre à 80 € à Orléans, et puis ma réceptionniste qui est entraînée parce que je l'ai entraînée, je l'ai formée, elle va dire, bah, écoutez, monsieur Benoît, on ne fait jamais ça, mais comme vous allez revenir à Orléans, je me disais que c'était bien de vous faire découvrir une chambre supérieure, pour le même prix bien sûr, hein. Alors mon patron il n'aime pas trop ça, bon voilà, mais je vais quand même le faire. Est-ce que ça vous dit d'avoir une chambre supérieure? Ah Benoît il est content. On a de la reconnaissance, on a de l'adrénaline, on a de la dopamine, donc Benoît il dit bien sûr. Et donc on va passer cette nuit dans cette chambre supérieure, et quand je vais lui demander son avis le lendemain, sur l'hôtel, il va dire c'est un hôtel 2 étoiles, de centre-ville, c'est plutôt modeste. Par contre je mets 5 étoiles parce que j'ai été surclassé hier soir. Et en fait on a provoqué quelque chose dans la tête du client qui est de l'ordre du promettre moins, délivrer plus. Je m'attendais à avoir une chambre standard, mais on m'a donné une chambre supérieure. Je m'attendais à arriver à 22 h, mais je suis arrivé à 21h45. Promettre moins, délivrer plus. Tous les jours, vous pouvez le faire avec vos clients. Tous les jours, vous pouvez former vos collaborateurs à promettre moins, délivrer plus. Parce que si on fait l'inverse, comme les banques, qui promettent plus et qui délivrent moins, ben on a le résultat inverse. C'est-à-dire qu'on a des banques qui sont mal aimées parce qu'elles promettent des choses qu'elles ne tiennent pas. Et je ne vous parle même pas des publicités qui me font bondir, moi, quand je vois la télé des banques, la Banque Pop, mais toutes, qui font des pubs incroyables, extrêmement belles, où l'humain est numéro 1, puis quand vous êtes, vous, commerçant, vous allez à la banque pour faire un prêt, l'humain, il a disparu, c'est bizarre, hein. Donc en fait, ces gens-là ne tiennent pas leurs promesses. Promettez moins, délivrez plus. Enchantez vos clients. C'était quand la dernière fois que vous avez surclassé un client, vous, dans vos commerces, dans vos laboratoires, dans vos centres? La dernière fois que vous lui avez donné quelque chose auquel il ne s'attendait pas, quelque chose qui vous a coûté peut-être un peu de temps et un peu d'argent, et quelque chose qui vous dit « Waouh, chez Audilap, ils font ça pour nous, quoi. Je m'y attendais pas du tout. » Et cet effet « Waouh », le fameux « Waouh, c'est vachement bien. J'ai eu beaucoup plus que ce que je m'attendais dans ce centre. » Et bien le surclassement, c'est ça. Vous pouvez surclasser vos clients aussi souvent que possible. Et vous allez créer cette émotion qui s'appelle la surprise. Et la surprise, c'est pas juste une émotion anodine, c'est une émotion qui est sollicitée par vos clients. C'est une étude de 2023 qui dit, dans le retail, hein, donc chez vous, qui dit que dans le pilier émotion, qu'attendent vos clients, c'est d'être surpris. C'est le numéro 1. Ils veulent de la surprise. Le client, il veut être étonné, surpris, et donc, il veut qu'on crée quelque part les moyens de lui faire dire qu'on est évidemment son audio préféré. Et pourquoi? Parce que c'est une émotion. La surprise est une émotion parmi d'autres émotions, mais c'est une émotion très agréable. En fait, les gens ne se souviendront pas de ce que vous avez dit ou de ce que vous avez fait pour eux. Les gens se souviendront de ce que vous leur avez fait ressentir. Et ça, moi, j'y crois beaucoup. C'est-à-dire qu'il reste chez nous des émotions qui nous font dire qu'effectivement, c'était génial. Prenez juste une date, le 5 janvier 2005. Qu'est-ce que vous faisiez le 5 janvier 2005? Personne ne s'en souvient, normalement. Par contre, si je vous dis, qu'est-ce que vous faisiez le 11 septembre 2001? Tout le monde s'en souvient. Tout le monde sait exactement où il était, avec qui il était, ce qu'il a dit et ce qu'il a ressenti. Les émotions restent. Quand vous faites quelque chose pour vos clients, et vous avez ce pouvoir, vous, en tant qu'audio, de faire des choses pour vos clients pour leur améliorer leur quotidien. Donc vous avez un super pouvoir qui va faire en sorte que le client se sente mieux et que vous allez toucher son émotion, vous allez toucher sa façon d'être ou son amélioration par rapport à son cadre de vie, sa façon de communiquer, sa sociabilité, etc., etc. Donc vous les avez les 3 clés.
Elles sont simples, mettez-les en œuvre, soit les 3 en même temps, soit l'une des 3, soit 2 des 3, peu importe. Rendez les choses simples. Dans nos ateliers de tout à l'heure, je vais vous demander de pouvoir réfléchir à 4 points de votre parcours client et d'appliquer ça. Qu'est-ce que je peux faire plus simple? Qu'est-ce que je peux faire pour résoudre les problèmes de mon client versus lui vendre mes produits? Et qu'est-ce que je pourrais faire pour le surprendre? Si vous êtes assez créatif, on va peut-être trouver des trucs intéressants que vous puissiez dupliquer dans vos centres pour pouvoir créer cette surprise, ce côté simple et évidemment ce côté résolution de problèmes dans vos différents centres pour les clients qui veulent renouveler leur appareil, puisqu'on a décidé avec Benoît que c'était là-dessus qu'on allait se concentrer. La dernière partie, je vais vous la décrire parce qu'elle est importante. Elle permet d'avoir une culture satisfaction client et ça me permettra de reboucler avec la satisfaction collaborateur. Comment on fait pour avoir une stratégie totale satisfaction client? Alors, je vais prendre un exemple. J'ai illustré avec un exemple qui est une société nord-américaine qui s'appelle Zappos, qui a été créée en 2000. Zappos vend des chaussures sur Internet, quelque chose d'assez banal aujourd'hui. Et en 2002, 2 ans après sa création, l'entreprise va très mal puisque la satisfaction client plonge parce que cette entreprise fait du dropshipping, c'est-à-dire qu'elle achète, on achète des Nike qui sont sur le site de Zappos, mais c'est Nike qui livre les chaussures. Et donc Nike ne sait pas faire en fait, tout ce qui est supply chain en clientèle B2C, il ne sait pas faire, donc c'est la catastrophe, les chaussures ne sont pas arrivées, ce n'est pas la bonne taille, la bonne pointure, etc. L'entreprise va au tapis et Tony Hsieh, qui est le patron de cette entreprise, dit « Ok, on arrête tout, on change de culture, on arrête de vendre des chaussures, on va délivrer du bonheur. » Bon, alors, les employés ne comprennent pas trop. Ils disent si, on va devenir le numéro 1 de la satisfaction client aux États-Unis et on va devenir le numéro 1 de l'expérience et de la recommandation client. C'est la seule chose, c'est la seule chance de s'en sortir. Donc, ils retournent la boîte et ils commencent par résoudre les 3 problèmes. On revient toujours à penser problème, pas produit. Quels sont les 3 problèmes que vous avez quand vous achetez des chaussures en ligne? Facile. Premier problème. Donc la taille, la couleur, donc il faut qu'il y ait une politique de retour généreuse et simple. Le deuxième problème, quand j'achète sur Internet, je veux mes chaussures tout de suite. Petite parenthèse, une étude qui est sortie il y a 1 an, les 20-40 ans sont interrogés et disent que l'immédiateté est un dû. Voilà. On en est là aujourd'hui. L'immédiateté est un dû. Ce n'est pas une option, c'est un dû. Donc si je ne peux pas délivrer tout de suite, je suis hors marché. L'immédiateté est un dû, c'est ce que disent les 20-40 ans aujourd'hui, parce qu'ils ont été mal élevés à Amazon et à leur portable qu'ils ont dans la poche. Donc deuxième problème, la livraison. Troisième problème, c'est le service après-vente. Les sites d'e-commerce planquent leur numéro de téléphone. Vous avez vu avec quelle invention ils cachent les numéros de téléphone, pas qu'on les appelle, parce que ça coûte très cher, c'est les centres d'appel. Donc vous avez les FAQ, qui sont absolument somptueuses, parce qu'il y a toujours des questions idiotes et des réponses idiotes qui vont avec. Et ensuite, vous avez les bots via l'IA. Alors l'IA, c'est génial. Ouais, c'est génial, sauf qu'aujourd'hui, malheureusement, il répond à côté de la plaque. Pour l'instant, ça va s'améliorer, mais c'est pas terrible. Donc, je veux parler à quelqu'un, je veux appeler, même chez Orange. Vous avez vu, chez Orange, pour les appeler, il y a plein de numéros, enfin, il y a plein de process pour mettre à la fin du numéro de téléphone. Donc, je veux appeler quelqu'un et je veux dire, j'ai un problème, je veux discuter avec un humain. Bon. Donc ces 3 problèmes, il les a résolus de façon extraordinaire. La première chose qu'il fait, c'est qu'il vous livre en 48 heures partout aux États-Unis. Promettre moins, délivrer plus, ils disent qu'ils vous livrent en 48 heures, mais en vérité, ils vous livrent dans 90% des cas en 24 heures. Vous commandez une paire de chaussures à minuit heure de New York, vous l'avez le lendemain matin devant votre porte à 8 heures, et vous faites « Waouh, merci Zappos ». Donc l'immédiateté. Deuxième chose, la politique de retour. En France, vous avez 15 jours pour envoyer vos chaussures, pour les échanger gratuitement. Ou les faire rembourser, c'est la loi. Zappos a décidé que c'était 365 jours. Vous avez 1 an pour mettre les chaussures pendant 6 mois si vous le souhaitez, les remettre dans la boîte d'origine, les renvoyer, on vous les rembourse, on vous les change gratuitement. Donc vous allez me dire, mais ça ne marche pas votre truc. À un moment donné, ils vont manger la grenouille parce que s'ils remboursent toutes les chaussures, en fait, ça marche très bien parce que le remboursement des chaussures à 6 mois, ce qui est epsilon, ce qui est quasi nul, ce n'est pas un coût, c'est un investissement au service de la relation client et du marketing. En fait, ils considèrent que les offerts, les gratuits, les remboursements, c'est un investissement et non pas un coût pour augmenter l'expérience client et in fine, le marketing du client qui va faire le marketing à la place de l'enseigne. Et la troisième chose pour le service après-vente, c'est qu'il y a un call center 24/7, en États-Unis c'est normal. Quand vous appelez ce call center, qui est aux États-Unis, en Arizona, vous avez un agent qui vous répond, qui vous dit « Bonjour, mon nom est Stéphane, je ne sais pas pourquoi vous m'appelez, mais je ne raccrocherai pas tant que je n'ai pas résolu votre problème. » Essayez chez Orange demain. Essayez chez Orange demain pour voir.
Parce que chez Orange, ils ne sont pas payés pour résoudre votre problème, ils sont payés pour prendre le call d'après, puisqu'ils doivent diminuer la file d'attente, et donc ils doivent prendre beaucoup de calls en peu de temps pour être efficaces. Chez Zappos, l'employé du mois, il est resté 10 heures au téléphone pour une paire de chaussures. Ne me demandez pas ce qu'ils se sont racontés, vous allez voir sur YouTube, il y a toute l'histoire. La paire de chaussures était au Japon, je ne sais pas quoi. Bref, 10 heures au téléphone. Même chez Apple, c'est 2 heures. Et Apple a un service après-vente extraordinaire pour ceux qui l'ont déjà testé. Donc 10 heures au téléphone, ça coûte une fortune. Mais c'est de l'investissement au service de l'expérience client pour créer cet effet waouh. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? En fait, en 10 ans, ils sont passés de 1 à 1 milliard de dollars de chiffre d'affaires. Ils étaient la marque préférée des Américains en 10 ans. Les gens, ils étaient plus chers que tout le monde, c'est-à-dire que les chaussures étaient plus chères que chez Amazon et ils en vendaient plus qu'Amazon. Les gens faisaient la pub, c'est-à-dire que les gens, clients, engueulaient les non-clients pour dire « mais t'as rien compris à la vie si t'achètes pas tes chaussures sur Zappos ». Et donc les gens étaient dithyrambiques sur les réseaux sociaux pour faire la publicité de Zappos. Zappos a arrêté toute sa publicité, tout ce qui était couponing, pas de solde, pas de promotion, pas de radio, pas de télé, rien. Il a laissé les clients faire le marketing à leur place. Et il a fait autre chose, c'est qu'il a formé une culture en interne de collaborateurs extraordinaire. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est passé par ce qu'on appelle la symétrie des attentions. C'est-à-dire qu'il a fait en sorte d'utiliser ce qui est prouvé maintenant. Si vous voulez en savoir plus, il y a l'Académie du service à Paris, vous allez voir sur Internet. C'est prouvé, nous, dans nos cerveaux, nous animaux humains, on est câblés comme ça. Si on prend soin de moi, je prendrai soin des autres. Donc en fait, cette symétrie des attentions, elle marche aussi dans l'entreprise. Si vous prenez soin de vos collaborateurs, ils prendront soin de vos clients. Donc la première chose à faire, c'est d'abord de s'occuper de ses collaborateurs. Pour faire en sorte que des collaborateurs engagés, épanouis et bien dans leur basket, ce sont des clients satisfaits. Donc je sais que c'est complexe, mais on a pas mal de problèmes de recrutement en ce moment un peu partout, et je pense que vous n'y faites pas exception. Mais du coup, ça répond aux deux enjeux. Comment je fais pour garder mes collaborateurs, les attirer, et comment je fais pour que ces mêmes collaborateurs satisfassent mes clients. Donc, pour vous la faire courte, la symétrie d'attention, c'est assez simple. Toutes les études le montrent aujourd'hui. Si vous tenez la porte dans le métro, quand vous sortez à Paris du métro, qu'est-ce qu'il fait la personne derrière vous? Elle tient la porte. Bon, elle ne dit pas merci, parce qu'on est à Paris quand même, mais elle tient la porte. J'ai fait l'expérience tout à l'heure. Elle tient la porte. Et en fait, vous regardez bien, elle tient la porte. Et si quelqu'un d'autre passe, il tient la porte. Et ça ne s'arrête jamais, en fait. Donc, en fait, vous avez une communication non verbale qui se passe là-haut, où on est câblé, on a des réflexes qui est de faire du bien si on nous a fait du bien. Bon, l'inverse, malheureusement, est aussi vrai aussi. Donc, première chose à faire, occupe-toi de tes collaborateurs qui s'occuperont de ses clients. Si vous ne prenez pas soin de vos collaborateurs, vous savez ce qui va se passer. C'est qu'ils ne prendront pas soin de vos clients, ça c'est sûr. Donc ça marche dans les deux sens, malheureusement. Il n'y a pas de support client. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que le meilleur des supports clients, c'est qu'il n'y en a pas. C'est que vous êtes tous au service du client. Vous, les associés, vos collaborateurs, évidemment, les gens qui sont devant, qui sont derrière, les gens qui règlent les appareils, ceux qui reçoivent les clients, qui sont un peu les mêmes forcément. Mais on est tous au service du client. La question qu'on doit se poser à chaque fois qu'on fait quelque chose, quand on rentre dans le centre, c'est est-ce que ce que je fais aujourd'hui est au service du client? Si la réponse est non, c'est que ça ne sert à rien de le faire. Donc il faut juste avoir à l'esprit, que le client, que la façon de servir le client doit être notre guide, et c'est notre boussole pour savoir ce qu'on doit faire pour tout le monde, pas pour une personne, pas pour le patron, mais pour tout le monde. Et c'est ça qui est compliqué à faire. Et puis, vous avez le parcours client, et on va y venir, parce que vous allez travailler dessus. Donc ça, c'est un parcours client standard. Je vous montrerai le parcours client plutôt dans votre métier d'audio. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que peu importe le moment où vous allez enchanter votre client, mais il y a plein d'opportunités de le faire. Que ce soit l'accueil, le téléphone, le mail, le site internet. Encore une fois, on a vu la joignabilité tout à l'heure. Mais si je vous envoie un mail, parce que je prends rendez-vous, est-ce que vous me répondez dans l'heure, dans la journée, dans la semaine? Voilà. Moi, si vous ne me répondez pas dans l'heure, j'irai ailleurs, ça c'est sûr et certain. Et pourtant, c'est le premier contact. L'accueil physique, est-ce que vous m'offrez un café quand je viens chez vous? Je sais pas, moi quand je vais chez le coiffeur, j'ai un café, tout de suite. Un café, un thé, etc. Voire même un petit chocolat et un gâteau. Donc l'accueil physique, qu'est-ce qui se passe quand je vais vous voir dans vos centres? Les conseils, quand je dis toujours qu'un non c'est de la marge et un oui c'est du chiffre d'affaires. Ne me vendez pas l'appareil bleu, forcément le plus cher. Vendez-moi l'appareil qui me convient parce que ça va résoudre mon problème. Un non c'est de la marge, un oui c'est du chiffre d'affaires. Je vais vous raconter juste une petite histoire parce que je l'ai racontée ce matin et ça avait pas mal impacté dans ma vie, chez mes assureurs. J'ai deux assureurs, Allianz et la Maïf. Et donc Allianz c'est pour le pro, la Maïf c'est pour le perso. Et mon assureur Allianz m'a dit un jour, mais j'aimerais bien m'occuper de votre perso, quoi, de votre maison, tout ça. Et je lui dis, oui, si vous voulez, je suis à la Maïf, donc allez-y, faites-moi une offre. Il me dit, ah, vous êtes à la Maïf? Écoutez, restez-y, je ne vais pas jouer, je vais perdre.
Donc en fait, il m'a dit, je ne vais pas y aller, parce que de toute façon, je serai moins bon qu'eux. Donc le fait de me dire ça, qu'est-ce qu'il a fait? Il a bâti la confiance. C'est-à-dire que moi, lorsque j'ai dû dépenser un peu d'argent, quand j'ai vendu mon hôtel et que j'avais un peu d'argent sur le compte de la boîte, je lui ai acheté de l'assurance vie, je lui ai acheté, etc. Pourquoi? Parce que j'avais confiance. Donc un non, ça bâtit de la confiance. Et la confiance, ça se délivre, ça s'acquiert en gouttes et ça se vide en litres. Donc il faut des noms pour bâtir la confiance, et cette confiance, c'est de la marge. Alors qu'un oui, c'est forcément le chiffre d'affaires. Donc les meilleurs conseils que vous pouvez donner à vos clients, c'est non. Alors c'est bizarre, hein, c'est contre-intuitif, mais ça marche plutôt bien. La livraison, alors livraison, on peut en parler chez vous. Hein. Est-ce que je peux me faire livrer mes appareils? Alors vous allez me dire non, parce qu'il faut que je te les règle, machin, etc. Ok, mais moi j'ai pas le temps. Moi j'ai pas le temps, je me déplace toute la semaine, j'ai pas le temps de repasser un samedi, d'aller me garer, de prendre le tram, de faire je sais pas quoi. Donc est-ce que vous avez un service de livraison? C'est peut-être pas l'idéal pour vous, mais pour moi c'est bien. Donc comment on fait pour être livré? Et puis le service après-vente, vous avez cette chance, c'est que votre client il vous quitte pas pendant presque 4 ans. Vous avez des visites de contrôle tout au long, etc. Donc vous avez une chance incroyable, c'est que vous avez le contact client sur du long terme. Donc vous êtes capable vraiment de faire en sorte que ce client reste à vie chez vous, quoi. Et pourtant, le taux de renouvellement chez Audilable, c'est combien, Benoît? 50%? Non. C'est autour de 50 chez les meilleurs. 50%. Il y en a 1 sur 2 qui s'en va, alors que vous les voyez tout au long du parcours. Pourquoi? Alors vous allez me dire, parce qu'il y en a qui décèdent, c'est vrai, vous avez raison. Non, mais bon, ça, il y a c'est pas en compte des décès. Ah, ça prend en compte des décès, pardon. Vous avez un drôle C'est de sur métier. les 80% qui sont encore vivants. Ok. Vous avez un drôle de métier quand même. Bon, bref, tout ça pour dire que il y a de la marge pour aller chercher ce renouvellement, et c'est là-dessus qu'on va travailler juste après. Tout ça pour vous dire que vous êtes des commerçants comme moi, et tout ce que vous devez faire, c'est ce qui est en bas. Vous devez être réactif, compétent, évidemment. Simple, ça doit être facile de bosser avec vous. Sympa, le sens du service, la responsabilité. Si vous vous trompez, vous devez le reconnaître et vous devez réparer. On vous fait confiance parce qu'on n'y connaît rien, nous. Hein. C'est votre métier, c'est pas le mien. Ensuite, vous soyez disponible tout le temps. L'immédiateté est un dû. Proche de moi, évidemment, parce que j'ai pas envie de courir. Et puis demain, qu'est-ce que vous faites pour la planète, hein, mesdames, messieurs? En termes d'éthique, de transparence, d'engagement, moi, je mets de l'argent chez vous. Qu'est-ce que vous faites de cet argent pour faire en sorte que la planète soit durable? J'en sais rien. C'est à vous de me le dire. Pour terminer, avant de passer à l'atelier, j'ai cherché une marque qui symbolise tout ce que je suis en train de vous dire. J'ai trouvé Harley Davidson, je pense que c'est un vrai exemple de ce qu'on pourrait imaginer faire, même si évidemment c'est mythique. Alors quand j'ai cherché un logo, d'abord j'ai trouvé des gens qui se tatouaient le logo sur le bras. Enfin c'est incroyable, il y a des gens dans ce monde, des grands malades qui se tatouent le nom d'une marque sur le bras. Donc ça c'est encore un truc de dingue, mais ça marche très bien. Mais quand on y réfléchit, Harley Davidson, c'est pas trop étonnant. Parce que Harley Davidson, aujourd'hui, il n'y a pas de marketing, il n'y a pas de porte ouverte, il n'y a pas de solde. On attend sa moto assez longtemps, il paraît que ce n'est pas des très bonnes motos. Mais bon, peu importe, je ne suis pas motard. Il n'y a pas de commerciaux, bien évidemment. Les meilleurs commerciaux d'Harley, ce sont les clients. Quand vous demandez à un client d'Harley, est-ce que je me mets à la moto, est-ce que je prends une Harley ou une Honda? Il va dire non, attends, Harley, ce n'est pas une moto, c'est un art de vivre. Donc je vais t'emmener dans mon monde et je vais t'expliquer la vie. Donc les plus grands vendeurs de motos, ce sont les clients d'Harley Davidson. Ils ont tué le marketing, ils ont créé un nouveau marketing qui est celui des clients. Et donc c'est ça le Graal pour moi, c'est que les clients devront faire votre marketing de demain. Et mesdames, messieurs, le jour où vos clients se tatoueront votre logo sur le bras, vous aurez atteint le Graal du marketing. Voilà. Merci pour votre attention.